Je pense qu'il y en a encore il y a des personnes qui devraient venir et sont en train de boire un petit verre, s'alimenter. Je vais commencer par me présenter. Ludovic Ménard, je suis Tech Sales à IBM France, dans l'équipe de Franck Descolonges, et je suis PTS, qui veut dire Partenaire Technical Specialist. Je suis là pour aider les partenaires, influencer les partenaires sur la partie IBMI et pas que, le Power. Et aujourd'hui, je vais vous montrer et surtout vous démontrer la nouveauté 7.6 qui est le MFA, Multi-Factor Authentication, en 7.6 de l'IBMI. D'accord? Je vais vous présenter ce produit-là. Alors ce produit-là, non, ça fait partie du produit IBMI SS1. Et derrière, surtout, une démo. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est très bien, c'est que le MFA est intégré à l'IBMI. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun logiciel à installer sur l'IBMI. C'est natif. À partir de là, si c'est natif, il y a quelques attributs à changer. L'IBMI est déjà au niveau de l'OS. Tout est fait pour que votre système soit sécurisé. Et qui plus est, l'orientation MFA. Le MFA permet de rajouter une authentification, une confirmation avec un code, avec une application, on le verra, moi j'utilise OT, vous pouvez utiliser Google Authenticator, ce genre de choses. D'ailleurs, on va le faire ensemble, c'est vous qui allez me donner le code MFA, TOTP, et surtout, il n'y a pas besoin de serveur externe, c'est très orienté, ACS peut l'utiliser, le navigateur Fori l'utilise nativement, et bientôt le PowerSC, ceux qui ont du PowerSC, IBMI va aussi l'utiliser nativement. Donc, on va faire ensemble, je vais vous montrer la partie navigateur Fori, parce que en fait, je veux juste aussi vous montrer que l'administration IBMI peut se faire purement et simplement graphiquement. Et pas passer par des écrans verts, parce qu'on nous a dit que c'était pas beau et que c'était vieux. Donc il y a d'autres choses sur lesquelles on peut utiliser. Je ferai aussi une démo sur la partie SST, puisqu'on peut aussi mettre du MFA sur des utilisateurs SST DST. Donc ça, c'est très bien. Sachez que voilà, la sécurité elle passe par là. Vous avez le QC-CoFR. On est d'accord que le QC-CoFR de votre machine est dans un coffre-fort et que ne vous l'utilisez pas. Que vous avez dupliqué le QC-CoFR pour utiliser un autre utilisateur. Le QC-CoFR, c'est juste au cas où. D'accord? Ça, c'est à prendre en compte. Dès qu'on a un IBMI, eh bien, on a QC-CoFR, on duplique le QC-CoFR, on travaille avec un autre user. Le QC-CoFR, on ne s'en occupe pas. On peut changer son mot de passe, soit, mais on le met au coffre-fort. Il est là que pour la sécurité. Il y a une dizaine d'authentificateurs clients TOTP. Et surtout, vous avez une documentation qui vous explique comment mettre le MFA nativement. Juste pour vous dire que quand on le fait la première fois, on prend un peu de temps. Quand on a installé, on a bien configuré l'IBMI, en 2 minutes de temps, vous configurez un user en MFA. D'accord? N'hésitez pas, si vous avez des questions, comme on n'est pas beaucoup, que ça soit interactif. Donc le mot de passe à usage unique basé sur le temps, donc TOTP, qui dit par le temps, en fait, il faut qu'il y ait un serveur NTP. Il faut qu'on puisse avoir une horloge quelque part. Donc, vous pouvez, dans votre configuration IBMI, vous connecter à un serveur de temps. Vous pouvez aussi être serveur de temps sur votre IBMI, mais il faut un serveur de temps. Les objets sont directement intégrés dans le user profile, ça veut dire qu'il y a des paramètres supplémentaires. Ce que je disais au départ, c'est qu'il n'y a pas de produit à installer. Intégré au profil utilisateur DST, on le verra ensemble, mise en œuvre indépendante, donc on n'a pas besoin de superficiel, de logiciel, ni quoi que ce soit. Moi, j'utilise, dans le cadre de la démo, l'application OT. Vous en avez d'autres. Donc, si vous avez Google Authenticator, OT, là, vous pouvez aussi le télécharger puisque vous allez un petit peu travailler et c'est vous qui allez faire la démonstration avec moi. J'aurai besoin de vous.
Et puis, d'un autre côté, ça génère en fait l'authentification à 6 chiffres que l'on fournit au moment de la connexion soit au navigateur Fori, soit à la CS, soit à l'émulateur 5250, si on l'utilise. D'ailleurs, voici les étapes qu'il faut mettre en œuvre avant toute chose, avant d'utiliser le MFA. Par défaut, vous avez en 5250 cet écran, quand vous êtes en QPW level, donc Q password level à 0 ou à 1, vous avez ni plus ni moins qu'un user d'une certaine longueur, combien 10, avec le mot de passe identique. 10 de long. Dès qu'on passe sur du 2, du 3 ou du 4, d'accord, on va augmenter le mot de passe. Au lieu que ça soit 10, on peut aller jusqu'à, je ne sais plus, peut-être 128 caractères. Sachant que pour le MFA, il faut être de mot de passe de niveau 4. Pas de niveau 2, pas de niveau 3, mais de niveau 4. À partir de là, le niveau 4, il va vous donner en fait le password sur plusieurs lignes, puisqu'on peut rentrer 128 caractères. D'accord? Et qui plus est, une fois, ça c'est dans le cas où le MFA est disable. Vous voyez, j'ai mis l'additional sign-on factor, il est disable. On n'a que changé que le mot de passe. Et dès qu'on a activé le multifacteur, le MFA, vous avez une ligne supplémentaire, additional factor. C'est là où on va rentrer le code de 6 chiffres. Vous avez juste en bas, ici, une ligne supplémentaire, additional factor. Au moment où on met additional factor à enable, d'accord, on peut faire du MFA. Par contre, le niveau de sécurité pour faire du MFA, c'est 40 minimum. Sachez qu'aujourd'hui, en version 7.5, 7.4.7.5, Rochester dit la sécurité doit être au niveau 40 minimum. 30, c'est beaucoup, beaucoup trop bas. Sécurité objet. Quand on passe au niveau 50, on parle de sécurité objet plus sécurité système. Donc on a encore de la sécurité. Mais le niveau minimum, c'est sécurité 40, Q-Security à 40, et le Q-Password Level à 4. Pour ceux qui ont des ouvertures 52-50 améliorées, changées, il faut impérativement que vous vous basiez sur le nouveau QD Sign-On, je crois que c'est le QD Sign-On 3, sur lequel vous allez modifier puisque l'Authentication Additional Factor y apparaît. Donc pensez ça, mais pas, là on verra ça demain avec Laurent Mermet dans la session migration 7.4, 7.5 vers 7.6, il faut le faire avant la migration. D'accord? Parce que sinon, si vous mettez le MFA et que vous n'avez pas changé votre 52-50, vous n'allez pas pouvoir vous connecter. On est d'accord? Donc il faut penser déjà à ça. Si ça marche, non, ça ne marche pas, c'est pas grave. Tac. Donc pour ce faire, donc, ok. Lorsque l'on fait du MFA, quand on se connecte, on donne un code et c'est à un instant T, on rentre. Si on met un peu trop de temps à fournir le MFA, vous verrez que sur les applications iPhone, iOS ou Android, eh bien vous avez un timer. Il va vous donner un code et au bout d'1 minute, clac, il va vous changer le timer, le code. Donc il faudra le changer. Si on prend trop de temps, effectivement, et qu'on met le code MFA qui n'est pas bon, on ne pourra pas se loguer. Donc on est obligé de régénérer un chiffre, un nombre à 6 chiffres. Par contre, il y a des applications, elles, qui ont besoin de rester connectées pendant un certain temps et ne pas pouvoir en fait se reconnecter dessus. Et ne pas justement remettre la clé MFA. Vous avez la notion d'intervalle facultatif TOTP qui par défaut est un non. C'est ce qu'on considère de plus sécure en fait, c'est de ne pas mettre de temps. Mais il y a des applications qui ont besoin et auquel cas vous pouvez mettre 10 minutes jusqu'à 720 minutes. Et dans ce cas, vous vous loguez, vous travaillez, vous vous déléguez, vous reloguez sans pour autant remettre le code TOTP. D'accord? Ça, ce sont des paramètres que vous retrouvez dans le profil utilisateur.
Donc comment ça se danse? Parce que vous allez me dire, mais ok, je vais faire, tiens, je ne suis pas administrateur et tout, je vais faire mon code MFA. La réponse est non. C'est l'administrateur qui a le droit d'autoriser tel user à faire du MFA. D'accord? L'administrateur vous demande de configurer une clé TOTP. C'est-à-dire qu'il y a une petite commande côté 5250 qu'on verra, où on peut le faire, je vais vous montrer par navigateur Fori. Il vous demande de configurer une clé TOTP avec certaines informations. Une fois que cette clé TOTP a été configurée par l'utilisateur, donc au niveau de son profil utilisateur, vous avez le TOTP key donc, qui va rentrer dans le profil utilisateur. Donc on a une clé TOTP. À partir de là, on va dire, avec la clé TOTP, j'ai une clé, on me donne une clé, qu'est-ce que j'en fais? Cette clé-là, je vais la mettre dans l'application Authenticator, Google Authenticator, OTI ou autre. Je la mets dans cette application. Si je ne fais pas ça et que je sors de ma configuration, c'est perdu. Il faut refaire une clé TOTP. Donc, ça rentre dans le user profile, on le met dans l'application. Lorsqu'on crée une clé TOTP, eh bien, effectivement, ça peut arriver. Mon téléphone est cassé, je suis obligé d'en changer. Mince, je suis obligé de réinstaller mon application, et du coup, j'ai plus ma clé. Donc, comment je fais pour me connecter? Lorsqu'on crée une clé TOTP, il va vous créer ce qu'on appelle une recovery key, d'accord, qu'il faut garder dans un lieu secret, que vous pourrez utiliser pour vous reconnecter. Donc au niveau du mot de passe que vous mettez par défaut, enfin vous mettez votre mot de passe et la clé qui est générée, eh bien vous mettrez cette recovery key. Et après, il vous dira, une fois que tu es rentré avec la recovery key, il faudra refaire une clé TOTP pour remettre dans l'application. D'accord? Sans pour autant redemander à l'administrateur de m'authentifier en tant que MFA. Vous pouvez le faire tout seul. D'accord? Donc il faut le mettre. Il y a des possibilités, vous allez voir dans la démonstration. On peut le sauvegarder dans un fichier, faire du copier-coller, et ainsi de suite. Une fois fait, la méthode d'authentification, étoile TOTP, vous allez voir ça dans le profil utilisateur. L'intervalle, si vous avez autorisé 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, parce que votre application le nécessite. Par contre, l'idéal, c'est de prendre étoile non, pas d'intervalle, ça permet c'est la sécurité. Et une fois fait, l'administrateur sait que le profil utilisateur a une clé TOTP. Donc c'est à l'administrateur de lui dire maintenant, je vais t'autoriser à utiliser une clé MFA. D'accord? Ce n'est pas le user. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des utilisateurs de classe user, de classe PGMR ou autre, ne peuvent pas se mettre MFA tout seul. C'est l'administrateur qui autorise. Par contre, la clé, elle est unique. Que le user soit de classe user ou PGMR, c'est sa clé à lui. C'est lui qui doit la créer. Parce que la première fois que j'ai fait une démonstration, on m'a dit « Ouais, mais moi, si j'ai 1000 utilisateurs dans mon IBMI, c'est vous, je me tape les 1000 ?» Non. Vous pouvez envoyer un mail aux 1000 personnes en disant, voilà, tu te connectes sur ce lien-là, tu me crées une clé TOTP, je te donne la procédure, point terminé. Et vous allez voir que par navigateur Fori, une fois qu'on a tous ces users, je vais autoriser tous les users qui ont une clé TOTP à faire du MFA. Donc on n'est pas obligé d'aller 1 fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 1000. Donc c'est assez simple, rapide à mettre en œuvre, où on peut ne choisir qu'un user. Comment ça se présente? Simple, je vais dans la démo créer un user lambda de classe user. Je vais me connecter sur navigateur Fori, on m'a donné le lien et je vais tomber sur cette fenêtre puisque je n'ai pas les droits navigateur Fori pour administrer l'IBMI, mais par contre, il me dit hop, je peux générer une clé. Donc ça, c'est l'écran navigateur Fori pour générer une clé TOTP pour mon utilisateur à moi. D'accord? Une fois fait, je génère. Il me génère une clé TOTP que vous voyez en haut à gauche. Vous pouvez faire un copier-coller, parce que vous pouvez le rentrer à la main directement dans Google Authenticator ou autre. Ou scanner
simplement ce QR code depuis l'application et il vous rentre toutes les informations, sauf la recovery key qui est juste ici, qui est assez longue. Mais vous voyez qu'à côté, vous avez des petits icônes, vous pouvez faire des copier-coller et directement, sur le deuxième icône, le mettre directement dans un fichier texte. Donc vous le gardez et après vous le sauvegardez. D'accord ? Lorsqu'on a généré ça, vous avez le bouton OK. Le bouton OK ne fonctionnera qu'une fois que la clé TOTP sera validée pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il vous génère, on utilise le QR code. Le QR code vous génère un code. Vous mettez le mot de passe votre mot de passe de votre utilisateur. Vous mettez la clé d'authentification et à partir de là, on fait valider. Si c'est validé, le bouton OK est disponible, pas avant. Donc ça veut dire que si je fais ça, je dis très bien, ma page est partie, eh bien il faut que je régénère une clé TOTP. Donc en fait, simple, le scanner, c'est plus simple. C'est pour ça qu'on peut le faire, et je ne veux pas vous le montrer, mais parce que je ne suis pas anti 52-50 écran vert, mais si on utilise un écran vert, on est obligé de rentrer tout à la main. Donc on peut se tromper. Et ça, c'est simple, et ça, c'est moderne. Et aujourd'hui, avec le navigateur Fiori, on peut administrer tout l'IBMI. Sauf dans le cas du SST et du DST, on sera obligé de passer par des écrans verts. Il y a des fois des interfaces supplémentaires qui ne sont pas compatibles avec les multifacteurs, et auquel cas, par exemple, je sais que certains d'entre vous font de la modernisation d'applications. Vous utilisez par exemple VS Code, d'accord, qui se connecte directement à mon IBMI. Je vois mon IBMI, je fais des requêtes SQL, je fais ce que je veux. Et, bah oui, mais moi, je suis user MFA. Donc, on a la possibilité, quand on met dans VS Code, on veut se connecter, eh bien, on met 2 points, le code MFA. Et là, on peut rentrer. D'accord ? Ça, tout le monde ne le fait pas, toutes les applications ne le font pas, mais la plupart du temps, quand on a des applications, par exemple, comme VS Code, je ne me suis pas posé la question, j'ai fait 2 points, j'ai mis le code, effectivement, j'ai pu rentrer avec mon utilisateur MFA. Donc ça, c'est bien. Sinon, vous avez des possibilités de la fonction QIBM run _ no authorization. Effectivement, il y a des applications, on se connecte avec un user, mais on utilise un autre user pour pouvoir travailler sur une application, mais elle n'est pas MFA. On peut interdire et mettre de la sécurité supplémentaire. Donc, on a des points d'exit. Ça, ce n'est pas un point d'exit, mais vous avez des points d'exit ici qu'on peut mettre en œuvre pour autoriser ou pas, parce que derrière, on peut mettre une petite application qui dit bah, « tu n'as pas le droit » et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on a là plusieurs possibilités de faire une connexion TOTP. Vous avez aussi les liens pour directement... les liens directement sur IBM pour la configuration MFA. Ça, ce sont des exemples. Vous voyez que dans le user, je mets étoile non, je n'ai pas d'authentification. Pour Laurent, pour Ludo, j'ai mis TOTP, je n'ai pas la notion de temps. Donc ça veut dire à chaque fois que je me connecte, je me déconnecte, je me reconnecte, je vais essayer de mettre mon code MFA. Ça, c'est de la sécurité. On a la possibilité de mettre différentes informations comme TOTP, regfac, non, 10 minutes. On peut utiliser l'authentification TOTP, mais par contre, on utilise la fonction qu'on dit « je ne veux pas que Alain puisse se connecter en MFA ». Pour telle application, pour ci, pour ça. Donc, il y a vraiment plein de possibilités de pouvoir utiliser ce MFA. Ce qui est bien aussi, c'est que si on le fait pour les users, eh bien, tout ce qui est accès système, les disques et autres, les logs, eh bien, on peut mettre le MFA sur le SST et sur le DST. On va le faire ensemble. Je vais vous faire la démonstration. C'est simple, il n'y a pas besoin, là, dans ce cas, de faire un IPL. Il y a quelques paramètres à changer, puisque l'IPL est nécessaire lorsqu'on passe de QSecurity de 20 à 30, on passe à 40, obligé de faire un IPL. Le QPassword Level, je crois qu'on doit passer à... Si on passe à 4, on fait un IPL, je crois. Et surtout, lorsqu'on enable, on dit maintenant je vais faire du MFA, il faut un IPL. Une fois que ça c'est fait, que vous avez la possibilité, il n'y a plus besoin d'IPL à faire.
au niveau de la configuration. Eh bien, on va passer directement à la démo, c'est plus simple. Tac, alors, je vais rentrer. Tac, vous voyez mon écran. Pourquoi je ne vois pas mon écran? Ah si, je vois mon écran maintenant, c'est bien. Alors, j'ai ici une machine, un système, je vais avoir deux systèmes. Je vais faire la démonstration sur deux systèmes. J'ai deux systèmes en 7.6, un qui tourne, le point 89 tourne sur un P10 et j'ai le point 88 qui tourne sur un P11. Donc, je suis administrateur. Je me connecte avec mon user administrateur. Le mot de passe, c'est un mot de passe 7.6. D'accord? Parce que je suis en 7.6. Bon, pour la petite histoire, hein, mon mot de passe, c'est un mot de passe 7.6. Comme ça c'est fait. Donc, et ben voilà, je l'ai pas mis, j'ai mis pas correctement mot de passe 7.6. Voilà. Je me connecte sur le navigateur 4i. Je fais la gestion, je vais créer un utilisateur. Tac. Tac, je crée un utilisateur. On va l'appeler PowerWeek. Tac. PowerWeek. De classe utilisateur, je vais l'activer, je vais lui mettre un mot de passe. C'est un mot de passe 7.6. L'utilisateur ne va pas le modifier. Et là, vous voyez qu'ici, j'ai authentification MFA LED. Je ne peux pas le cocher parce que pour l'instant, je n'ai pas de clé TOTP. Donc, je crée juste un user. D'accord? Un user. Donc, je fais OK. Voilà. Comme j'ai déjà préparé mon système IBMI 7.6 avec le Qt Password Level A4, le Qt Security A40 et que j'ai dit je veux faire du MFA. Alors pour faire du MFA, il y a une valeur système qui est ici en fait. Si je vais dans sécurité, vous avez sécurité, Security 40, le mot de passe A4 et vous avez ici le facteur de connexion supplémentaire Enable. À partir de là, je peux faire mes clés TOTP. Alors, pour la petite histoire, c'est que quand je vais sur... Oh, pourquoi c'est... Tac, réseau. Information de la sécurité, et vous avez ici configuré l'AMF. Ils ont traduit en français, mais c'est le MFA. Et quand je configure l'AMF, ici j'ai les informations de sécurité, alors ça tourne. Voilà, et c'est là où j'ai les informations, où je m'assure que je suis en 40, level 4 et le enable. Une fois fait, je vais aller sur une autre session. Je vais demander à l'utilisateur de se connecter, donc PowerWeek. C'est un mot de passe 7.6. J'écris mal en plus. PowerWeek, c'est un mot de passe 7.6. Et là, vous voyez que je rentre sur le navigateur formé avec un user de classe user, mais il me dit attention, ce profil est restreint, tatati, je n'ai pas les droits d'aller faire des choses dans mon navigateur Fori. Donc le seul truc qu'il peut me proposer, c'est de me générer ma clé MFA. Donc je vais générer ma clé MFA. Je fais suivant. Je vais enlever ce petit message ici. Et là, j'ai l'opération réussie de clé d'authentification. À partir de là, si vous voulez le faire, là, vous pouvez aller scanner ce code-là. Donc, je vais le scanner. Donc, j'ai une application OTI. Je rajoute, je scanne, si ça marche. Voilà, je scanne. Je choisis une couleur. Je fais Continue. Et là, j'ai bien mon information de système 7.2 avec mon user qui s'appelle PowerWeek. Et donc, il a pris toutes les informations, c'est-à-dire la clé que vous voyez en haut, et il m'a généré une petite configuration. Et là, ici, j'ai un code qui tourne, qui m'affiche, et là, toutes les 15 secondes, il va me le changer. Tac, tac, tac. D'accord ?
Donc ça veut dire quoi? C'est une fois que j'ai enregistré ça. Alors effectivement, si vous avez d'autres authentificateurs, vous pouvez le rajouter à la main, il suffit de faire un copier-coller. Maintenant, si je veux le vérifier, vous voyez que le mot de passe, le OK n'est pas bon. Parce que je n'ai pas encore vérifié, validé ma clé et mon mot de passe associé. Donc je mets mon mot de passe. C'est de passe 76. Là, je vais lui mettre le code d'authentification que me donne l'application. Voilà. Donc, il me donne le code 665 460. Et là, je peux faire valider. Je valide. Et là, il me dit tout de suite là-haut, opération réussie, le code d'authentification multivecteur est valide. Et à ce moment-là, j'ai le bouton OK. Mais avant de faire le bouton OK, je peux sauvegarder, soit copier ma recovery key ou l'exporter vers un fichier PC que vous mettrez de côté. Je fais OK. J'ai une clé. Mon administrateur m'a demandé de générer une clé. J'ai généré une clé. Donc, je retourne. Là, je me déconnecte. Je retourne sur mon autre session. Je me connecte avec mon administrateur. Voilà. Je vais aller voir mon utilisateur. Donc, je vais voir les utilisateurs. Je peux tous les voir si vous le souhaitez. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que des tests. Donc, je vais aller chercher mon utilisateur. D'accord? Et là, vous voyez que j'ai créé, je ne sais plus, PowerWeek, qui se trouve en plein milieu, là. Il se trouve là, là. Voilà. Enable, no. Groupe, il n'est pas dans un groupe. Par contre, si je viens ici, je vois ici que j'ai yes ici. La clé MFA existe. Mais par contre, je ne suis pas authentification MFA. Donc, j'envoie un mail, vous faites votre clé, vous dites, voilà, vous avez 15 jours, et après, je vais voir mes users, et bien tiens, mes users sont MFA. Donc, à partir de là, ont une clé d'authentification. Maintenant, je vais l'autoriser. Il y a plusieurs possibilités. Soit, je n'ai pas de user, je prends mon user, je fais action. Et là, ici, j'ai activé les utilisateurs pour l'authentification MFA. Sinon, je peux, avec le bouton droit, dire activer les utilisateurs pour l'authentification MFA. Donc, je clique dessus, je dis OK. Je dis oui, je veux que ce user-là utilise l'authentification MFA. Par exemple, ça peut être l'utilisateur qui, lui, gère la base de données, la comptabilité. Il y a la base de données où il y a des sous, il y a tout ça, il y a des numéros de compte et autres. Eh bien, lui, il est obligé pour sécuriser l'entrée. Il n'y a que lui. À partir de là, j'ai fait OK. J'ai mon utilisateur qui se trouve quelque part par là, au PQ PowerWeek. Si je vais au bout, j'ai maintenant clé yes, authentification MFA yes. Là, je peux le faire. Une fois que c'est fait, eh bien, effectivement, je vais dire à mon utilisateur, eh bien, maintenant, pour pouvoir se connecter, eh bien, il te faut une authentification MFA. Donc, je vais retourner dans mon navigateur Fori. Je vais me loguer avec PowerWeek. Je mets mon mot de passe. Et là, si je fais entrer, ils me disent plusieurs solutions. Soit mon utilisateur n'est pas bon, soit mon mot de passe n'est pas bon, ou justement, il manque l'authentification. Donc, je vais rentrer mon mot de passe. Et là, je vais aller dans mon application et je vais aller chercher le code. Je mets 142 386 et je fais connexion. Là, je suis toujours
class user, donc je n'ai pas le droit. Donc il me propose toujours de générer une clé, soit, mais je suis rentré avec ma clé, avec l'authentification MFA. Il n'y a pas plus simple. Là, j'ai pris mon temps, mais quand vous allez avoir l'habitude, en 2 minutes de temps, vous allez créer des users MFA. L'authentification, oui. Non. Lui, le user ne va pas être désactivé. D'accord? Par contre, si on met le mauvais mot de passe, mais le bon code MFA, 3 fois, là, ça va être désactivé. D'accord? Donc là, ce qu'il faut, c'est rentrer le code MFA. Donc là, on a quand même une double authentification native IBMI sans problème. Oui. Pardon? J'ai mal entendu. Faut pas le dire, ça. Hein. Non, mais voilà. Oui, ok, d'accord. Non, ok. Si c'est une personne qui scanne le QR code, est-ce que le QR code peut être utilisé par d'autres personnes pour générer depuis plusieurs téléphones un QR code? La clé MFA, le TOTP, oui. Il est unique à une personne. Ok. Unique. C'est-à-dire que là, dans mon application, j'ai récupéré là, si je fais, effectivement, si je scanne, moi, il scanne, vous scannez. Là, à un moment donné, oui. C'est-à-dire vous avez à avoir un user, mais c'est le même user avec, vous pouvez avoir OT, Google Authenticator, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir plusieurs applications. Et du coup, ça veut dire que potentiellement, la première personne qui scanne le QR code, elle peut envoyer sa clé de recovery pour installer elle-même une application. La réponse est non. Parce que la clé de recovery, c'est juste pour se connecter. Je me connecte, à partir de là, ma clé TOTP, elle ne marche plus. Je suis obligé de régénérer une clé TOTP. Et comme je suis dans mes users MFA, j'ai besoin d'une authentification MFA. C'est moi, en tant qu'administrateur, qui autorise ou pas. Ça veut dire que si on perd la clé TOTP, on est obligé de passer par la recovery. Mais une fois la recovery utilisée, je suis obligé de régénérer une clé MFA. Ok, d'accord. Donc, je vais avoir, effectivement, je vais avoir une autre connexion, une nouvelle connexion, parce que l'autre ne fonctionne plus. Ok, d'accord. Là, le QR code, effectivement, tout le monde le voit, tout le monde peut le prendre. Mais par contre, tout le monde peut le prendre pour un utilisateur. Ça veut dire que c'est un code pour un utilisateur, parce que la clé est rentrée dans le user profile. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est pour la double authentification, c'est de dire mon user profile que j'ai appelé PowerWeek, je le donne à tout le monde. Bah, c'est ça, c'est que parfois il y a des clients qui ont des comptes applicatifs eh bien, génériques s'ils pour tout le monde. Ils ont plusieurs comptes, ils ont plusieurs clés MFA. C'est-à-dire qu'ils ont un user 1, user 2, user 3. Oui, s'il y a un compte pour plusieurs personnes. Voilà. Par contre, pour une question de sécurité, on ne donne pas un user. Un user, IBMI, n'est que pour une personne, pas pour 2 personnes. Ouais. Simplement, pourquoi, au niveau de l'audit, qui a fait quoi? Qui a dilété tel enregistrement? Qui a supprimé le fichier ou quoi que ce soit? Alors, le compte, alors qu'est-ce que vous appelez un compte générique? On parle de Q-User? C'est un compte qui s'appelle, je ne sais pas, Marcel Calaoun, mais il y en a plusieurs qui peuvent l'utiliser parce qu'ils ont le mot de passe pour lancer des batchs ou je ne sais pas quoi. On est d'accord. Oui. Là effectivement, ça coince. Oui. Mais là, la sécurité, elle ne vient pas du MFA, elle vient de... Absolument. On n'a pas à avoir un utilisateur pour 15 personnes. Exact. Mais ça existe chez les clients, malheureusement. Mais il ne faut plus que ça existe, ça. Exactement. C'est pour ça que je suis là et vous expliquer, voilà. Ça, on ne doit plus faire ça.
Pourquoi? Parce que derrière, on ne sait pas qui. Ah bah non, c'est toi. Mais tu t'es logué avec le user Toto. Mais non, mais c'est toi. Mais non, c'est chacun. Oui. Dans ACS, dans ACS, il y a une fonction qui permet de partager les credentials. Je me connecte, j'ai 10 systèmes, je me connecte au premier user password. Et ensuite, dans les suivants, il va hériter de mon login password et je n'aurai pas à me reconnecter. Il fait de la connexion automatique. On avait ça dans ACS. Je suppose que ça disparaît avec cette technologie. Oui, mais ça, c'est pas de la double authentification. Là, on parle de double authentification. Oui, mais de partager qu'est-ce que ça devient justement avec ça? Comment? Qu'est-ce que ça devient avec la c'est complémentaire. Vous pouvez, c'est comme la sécurité, le Telnet-S, le TLS et tout ça. Vous mettez ça en œuvre, c'est sécurisé et vous rajoutez la double authentification. Et puis, vous pouvez utiliser vos credentials directement quand vous passez d'une machine à une autre. Il n'y a aucun problème. Il faut faire ça. Mais ça, c'est un code supplémentaire, une double authentification. Ça veut dire que la sécurité déjà par IBM, ça... c'est pas de la sécurité, ça. La sécurité, c'est pas donner un user à tout le monde. C'est pas de donner la sécurité, c'est de mettre le QCQFR à l'abri. La sécurité, c'est pas d'avoir des mots de passe de 10 de long, mais 128. C'est ça la sécurité. Mais par contre, comme aujourd'hui, justement, il y en a comme moi qui ont un certain âge et qu'ils ont dû mettre un post-it sur l'écran avec user et le mot de passe parce que j'en ai marre de me rappeler. Donc ça existe. Mais ça, on peut enlever ce genre de choses, on peut garder le user mot de passe, mais si le user il a besoin d'une clé MFA, il ne pourra pas rentrer, parce qu'il n'y en a qu'un qui a une clé MFA, et pas deux. D'accord? C'est chaque user a une clé MFA. Deux choses différentes. Le SSO, c'est une facilité justement de ne pas avoir... Oui, c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'il faut que je... répétez, je vais répéter la question. J'y ai pensé. En plus, avant, j'y ai pensé. Mais je ne l'ai pas fait. Oui, la question est, qu'est-ce qu'il en est du SSO à côté? Le SSO, c'est ni plus ni moins qu'une facilité. J'ai un user, un mot de passe, et je me connecte sur toutes mes applications. Parce que je ne veux pas garder 10 users, 10 mots de passe. D'accord? Le SSO, il peut être utilisé. D'accord? Par contre, est-ce que le SSO est compatible avec un user MFA? C'est-à-dire qu'en règle générale, le SSO est utilisé de cette manière. Vous avez un Windows, vous avez un LDAP, vous avez un Active Directory, je me connecte sur mon Active Directory, et après je vais partout. On est d'accord? Donc il faut que cet Active Directory, lui, c'est lui qui fasse du MFA, pas l'IBMI. Parce qu'une fois que vous allez vous connecter, vous êtes en SSO, soit donc sécurisé, vous ne connaissez pas le user, mot de passe, vous rentrez directement. Là, vous n'avez aucun intérêt de rajouter une clé MFA. D'accord? Et en plus, vous ne le connaissez pas, parce que comme vous connectez directement au SSO, vous ne pouvez pas rajouter la clé MFA, puisque c'est dans l'Active Directory. D'accord? Donc, là, oui? Alors la question c'est, est-ce que je peux me connecter en DCM, en MFA, en HTTP, en MFA et tout? La réponse est oui. En FTP? Le FTP, oui. Vous avez vu tout à l'heure que vous pouvez mettre le user mot de passe, 2 points, le code MFA. D'accord? Le DCM, il est graphique, le DCM. Le DCM, c'est comme navigateur Fori. Vous pouvez directement, je ne vais pas faire un cours navigateur Fori, il y en a un demain chez Common. Mais effectivement, oui, l'administration, on met l'authentification, l'additional factor, l'ACS, l'additional factor. D'accord? Pour la petite histoire, donc pour ce faire, là j'empiète pour celui qui va passer voir la 7.5 vers 7.6. Il y a des nouveaux users qui ont été créés qui s'appellent QUser_NC, QPGMR_NC et ainsi de suite. En fait, pour ces NC pour non changeable. No changeable.
Donc en fait aujourd'hui, pourquoi ils ont créé ça? C'est parce que quand on fait une connexion avec QUser, on a un premier QUser. D'accord? On refait une autre connexion, on a un deuxième QUser et un troisième QUser, les QZD, SOINIT, ce genre de choses. Aujourd'hui, ils ont tout concentré sur un seul QUser NC. Donc ça passe par ce user-là et que par cette connexion-là. Il n'y a pas des multiples connexions, il y a une seule connexion. D'accord? J'en parle maintenant, je fais juste un petit teaser sur ce sujet-là. Si vous avez un IBMI qui est sécurisé, donc TLS, Telnet, FTPS, HTTPS, tout ce qui est sécurisé TLS, eh bien, quand vous faites un changement de version, ce QUser NC, et qui plus est, vont être utilisés. Et en plus, il y a un nouveau serveur qui s'appelle, je ne sais plus son nom, qui est nouveau en IBMI. Et si vous êtes sécurisé, lui, il n'est pas sécurisé. Et il va être utilisé justement pour se connecter. C'est les nouvelles connexions en 7.6. Et il faudra sécuriser ce serveur-là avant de changer de version. Mais ça, on en reparlera avec Laurent. Donc, du coup, simple, voilà comment on sécurise, on met une double authentification MFA sur le système. D'accord? Ça vous va, des questions? C'est simple, rapide. Bien sûr. Ce user-là, il est parti. Je me connecte. Alors, je le fais exprès, hein, je ne passe pas par le 5250. Je vais sur mes users, utilisateurs. Là, je peux omettre tout, je mets PowerWeek. Toc. Il cherche. Toc, il l'a trouvé. Hop, bouton droit. Propriété. Activation MFA, je décoche. Le user, il est plus MFA. Ça veut dire que là, il repart sur un système user password. Point. D'accord? Il peut, voilà. Donc, on a la possibilité d'enlever cette clé. Enfin, pas enlever cette clé, enlever la possibilité de faire la connexion MFA. D'accord? Si, là, je vais passer en 5250, je n'ai pas trop le choix. Donc là, je suis sur un système, je vais passer par le 88, qui est un système 7.6, puisqu'on parle de MFA, sur un P11. Je me connecte avec mon user. Et là, je voudrais sécuriser mon SST. Si je fais Start SST, vous voyez qu'ici, j'ai user mot de passe, c'est tout. Mon système, il a 4 QPW level à 4 et QSecurity à 40 et il est enable au niveau du MFA. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je veux le sécuriser. Eh bien, il y a des nouvelles commandes comme change SST sec A sur lequel je vais pouvoir dire, je vais faire enable de mon SST. D'accord? Donc, pour ce faire, eh bien, je vais me signer avec mon QCCoFR, c'est-à-dire mon user SST, administrateur, et je vais lui dire enable. Maintenant, Service Tool Security Attribute Change, si je fais un 2, un 1, je le rechoisis, effectivement, je suis enable. L'impact de cette modification me permet de rajouter ma ligne Identification Factor. Point. C'est tout. Maintenant, je vais créer un user SST, donc qui lui, normalement, est administrateur, effectivement, parce qu'on va lui demander de rentrer pour aller gérer les disques et autres, et bien qui va utiliser ce Additional Factor. Donc, pour ce faire, deux solutions. Soit je rentre dans le SST et je crée un user, soit vous avez un CRT SST user, je crois, ou user SST, ça y est, je ne sais plus, voilà. CRT SST user, au lieu directement d'aller dans SST, je peux créer avec la ligne de commande. Qui va créer le user SST? Ben, il faut bien déjà, comme si on se connectait sur le SST, donc pour moi, c'est QCCoFR. Donc je me connecte
Je vais créer le user PowerWeek, user SST PowerWeek, avec le mot de passe. C'est un mot de passe 76. Effectivement, là on le voit en clair, mais la première chose à faire après, c'est quoi? C'est de dire au user, voilà ton user password, la première chose, tu vas me le changer. D'accord? Donc je vais créer un user, set password to expire, donc là je mets yes, effectivement, et là je l'oblige à changer, là je ne vais pas le faire. Et derrière, je peux dire, eh bien, tu vas avoir le droit du DST environnement, tu vas avoir le droit du security, le start service tool. Voilà, je crée un user SST qui s'appelle PowerWeek. Si je vais ici, je vois que je peux me connecter avec PowerWeek. D'accord? Donc créé préalablement. Je vais dans mes users. Alors, c'est, je ne sais plus, c'est 8. Non, c'est pas 8. Ah ben non, je peux pas. Bon, dommage. C'est, j'ai pas mis le bon. J'ai pas mis le bon. Bon, c'est pas grave. Je vais passer par le QCQFR, Start SST, QCQFR. J'ai pas mis le bon droit. Je vais aller sur mes users. Effectivement, j'ai créé une PowerWeek, d'accord? Et je vais lui dire 8 change TOTP. Alors, pourquoi je ne peux pas le faire celui-là? 8 change TOTP, not allow. Je vais peut-être lui faire 2, 7 privilèges. Allez, on va tout faire à 2 grandes, comme ça, je ne m'embête pas. Toc, allez, donc normalement c'est bon. Si je fais 8 change TOTP, ça se trouve PowerWeek 7 mot de passe 76 8 un start service tool. Je fais 8 change TOTP key. Et là, à partir de ce moment-là, il va me dire, tiens, je change TOTP, mais j'en ai pas de clé. Donc, j'ai la possibilité de faire 8 generate key, F8 generate key, et là, il va me générer une clé. Là, je suis obligé de la rentrer manuellement dans mon application. On peut faire du copier-coller. Vous avez toujours aussi une recovery key, même pour le user SST, au cas où vous oublieriez le user. Donc, je vais la rentrer. Je vais rentrer manuellement la clé. Tac. YVLG-TF3. Team 7 B. Je ne sais pas du tout. Je ne pense pas, puisque pour pouvoir rentrer en SST, vous ne pouvez pas... Alors, effectivement, ils peuvent peut-être créer un QR code en écran vert, mais effectivement, c'est une bonne question. À ma connaissance, non. J'ai eu des 230. Voilà, donc j'ai rentré mon code. Donc, on va mettre une autre couleur. Je vais lui dire que c'est PowerWeek SST, et voilà. Donc là, j'ai une clé que j'ai rentrée toujours dans mon application avec le user que j'ai appelé PowerWeek SST. Donc à partir de là, je fais Enter pour vérifier la connexion. Là, il me demande la clé. Donc je vais lui mettre 630 947. Est-ce que ça marche? Non, il a changé. Toc, 291 908. Note valide. Pourquoi? Alors ça, vous savez ce qui s'est passé? C'est que j'ai mal écrit la clé.
C'est pour ça le QR code. C'est pour ça que... Mais effectivement, donc l'idéal, c'est de faire un copier-coller dans un écran et autres, et après s'assurer. Donc là, et à partir de là, on peut se connecter avec directement l'écran vert avec le power, ça c'est plein, directement avec le SST, avec le MFA. À partir de là, vous êtes administrateur. Si cet administrateur PowerWeek disparaît, eh bien, je peux aisément me connecter avec le QC-Coffer ou un autre administrateur et supprimer, puisque s'il a les droits, de supprimer ce user ou lui dire tu fais plus de MFA. Simple, surtout rapide, puisque c'est intégré à l'IBMI, pas besoin d'installer des logiciels. C'est natif. Pour en reprendre pour la question du SSO et autres, c'est juste une double authentification. Ça ne change en rien si vous donnez le user à quelqu'un, vous donnez un mot de passe et ainsi de suite. D'accord ? Par contre, la sécurité, effectivement, elle est un petit peu plus accrue, parce que si vous donnez le user mot de passe à quelqu'un et qu'il est MFA, eh ben, comme il n'a pas le QR code et la clé MFA, il ne peut pas. D'accord ? Vous avez des questions? Oui. Je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. Il y a une trentaine d'applications, donc il faut tester, voir si ça fonctionne, puisque c'est au niveau de la gestion du temps. C'est généré toutes les 15 secondes, donc normalement ça devrait. Donc je rappelle, QPassword Level 4, QSecurity 40 minimum, un serveur de temps à l'extérieur, mais en tout cas, le LibMI, il faut qu'il soit client. À partir de là, vous avez tous les éléments nécessaires. D'accord ? Pour information, vous n'êtes pas obligé, si vous passez en 7.6, de dire « je vais passer tous mes users en MFA ». Faites une sélection des utilisateurs importants, comme la comptabilité, comme la sécurité, et ainsi de suite. Eux, vous pouvez les mettre MFA. D'accord ? Et ce que dit Rochester, effectivement, au niveau du temps de l'intervalle TOTP, c'est de mettre étoile non et non pas mettre un intervalle temps, sauf si l'application le demande. Mais ça, c'est en pure évolution. Ce qui évolue, je ne sais pas si vous utilisez PowerSC, qui est aussi la sécurité. Eh bien, le PowerSC, il peut être serveur et client IBMI. Donc, je peux avoir un PowerSC IBMI. Et là, ils sont en train de l'intégrer, le MFA directement. Donc, quand on se connecte sur du PowerSC, vous avez le user mot de passe et l'additional factor. Donc, ça, c'est très bien pour l'intégration directement du PowerSC. Mais ça travaille. Voilà ce que je voulais vous présenter. Ça a été rapide. C'est ce que je voulais. Je voulais que ça soit simple. C'est ce que je voulais. Je vous remercie beaucoup.